Salut, c'est Monica. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres par expérience. Ici, on ne parle que d'expérience. Un chagrin qui est laissé sans surveillance va toujours finir par ressurgir d'une manière ou d'une autre. J'aurais pu me dire, non mais en fait, c'est mes camarades d'école qui se moquent de moi et c'est une autre facette en fait de cette souffrance-là. Salut, c'est Monica. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres par expérience. Ici, on ne parle que d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir pour la première fois un homme. Jusqu'ici, vous avez vu que des invités femmes. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Johan Vincent. Bonjour Johan. Bonjour Monica. Oui, je dis toujours que la plupart du temps, quand on parle de deuil, ce sont plus les femmes qui sont intéressées par ce sujet que les hommes. Et toi, en tant qu'homme, tu vas aujourd'hui nous parler de ta propre expérience. Tu es accompagnant du deuil également comme moi. Et est-ce que tu peux juste te présenter ? Qui es-tu ? Je m'appelle Johan. Puisqu'on parle de deuil, j'ai envie de parler de ma maman. J'ai perdu ma maman quand j'avais 5 ans. Ma principale préoccupation, c'est de me dire comment on leur parle aux personnes qui sont en deuil. Comment on leur parle le plus directement possible pour parler à leurs émotions, à ce qu'elles ressentent. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui dans le deuil et dans le rapport qu'on a à la vulnérabilité. Justement, quand on discutait, tu me disais que dans tes newsletters, dans tes mailings, tu as plusieurs personnes, des milliers de personnes et tout ça, et 85-90% de ces personnes sont des femmes. Est-ce pour autant que les hommes ne sont pas concernés par ce sujet ? Ils sont évidemment concernés par ce sujet. Et le vivent autrement, oui. Ils le vivent autrement, oui, c'est ça. Et ça, c'est important de le respecter, en fait. Les hommes vivent différemment le deuil, pas nécessairement en connectant, parfois de manière très seule. Et il y a un vrai sujet aussi sur le rapport qu'ont les hommes à la vulnérabilité. Comme tu l'as dit, il y a 90% des personnes qui me suivent qui sont des femmes. Et peut-être simplement parce que les hommes, ça les intéresse pas en fait de parler de leurs émotions, pour la majorité des hommes. Et pourtant, ce qu'on constate et qui est une vérité, c'est que un chagrin qui est laissé sans surveillance va toujours finir par ressurgir d'une manière ou d'une autre. Donc souvent les hommes se disent que j'ai pas besoin de régler tel problème, je vais laisser le temps passer. Et au final, quelques années plus tard, ça a ressurgi dans une relation amoureuse, ça a ressurgi peut-être dans la relation avec ses enfants. Et toi, en tant qu'homme qui a vécu, aujourd'hui tu es dans la trentaine, tu as vécu le décès de ta mère, tu avais 5 ans. Est-ce que tu as aussi remarqué cet impact-là dans tes relations amoureuses ? Les hommes, ça peut être de manière beaucoup plus personnelle ou des fois ou solitaire, ou ça peut être à travers de l'écriture, à travers de la musique, et pas forcément dans une intention de vouloir en parler, de vouloir exprimer vraiment ce qu'ils ressentent. Moi, c'est ressorti de différentes manières, le deuil dans ma vie. Et c'est plutôt... c'est pas seulement le deuil, mais c'est la manière dont il s'est cristallisé, en fait, dont les croyances et les souffrances que j'ai eues dans le deuil de ma mère se sont cristallisées dans une histoire à laquelle j'ai commencé à croire que d'une certaine manière elle m'avait abandonné. C'est pas des choses forcément conscientes que j'ai construites, que je me suis dit quand j'étais petit. C'est plus aujourd'hui, a posteriori, que je vois que c'est cette histoire-là, c'est ce schéma-là auquel j'ai commencé à croire et auquel j'ai commencé à voir aussi autour de moi cette image que j'ai l'impression de ne pas être aimé. J'étais au lycée et je me souviens qu'il y avait une amie qui chantait la chanson de Claude François, Le Mal-Aimé, et j'avais l'impression qu'elle se moquait de moi en fait.
Et comme si en Ça fait... déclenchait quelque chose. Ouais. Comme si, oui, c'est ça. Comme si, en fait, elle parlait de moi. Peut-être elle parlait d'une partie de moi, ou je sais pas. Mais en tout cas, je savais pas forcément décrire. Et surtout, qui me semblait plutôt venir de l'extérieur. En fait, c'est eux qui comprennent pas. C'est eux qui comprendront jamais, en fait, ce que je ressens et ce que je vis. Et ça, en fait, cette histoire-là, qui s'est cristallisée, ça a été effectivement jusque dans mes relations amoureuses, de la peur d'être quitté, en fait, et donc de tout faire pour éviter d'être quitté, et y compris ne pas, éviter de blesser l'autre, en fait, pour pas être quitté, éteindre une partie de moi pour essayer de garder l'amour de l'autre. Et puis un schéma, en fait, qui revient à chaque séparation, à chaque rupture. Je vais faire des flashbacks dans le temps, mais par exemple, je pense vers mes 7 ans, quelque chose comme ça, un voyage de Noël où je vais visiter ma famille avec mon père et avec mon frère. Et après les fêtes de Noël, on rentre en voiture vers ma maison. Et je me souviens être à l'arrière, sur la banquette arrière de la voiture, et être en train de pleurer, quoi. Enfin, vraiment de sentir que cette fin de fête où on a passé un super moment, c'est une déchirure pour moi, en fait. Tu parlais, oui, comme si ta mère t'avait abandonné. Je parle plutôt à des personnes qui ont perdu un parent en bas âge. J'ai cette question-là qui revient souvent. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le deuil se déclenche des années plus tard ? C'est pas que ça se déclenche des années plus tard, c'est qu'on vit différentes étapes et différents états. Et le deuil, c'est pas quelque chose de figé avec un timing bien précis. Et lorsqu'on perd un parent, quand on était en bas âge, on n'a pas encore toute la maturité émotionnelle nécessaire pour comprendre ce que c'est que la séparation. Et donc, on le vit comme un abandon. Et donc, plus tard, c'est ce qu'on appelle la blessure de l'abandon qui va se manifester dans différentes sphères de notre vie. Ça peut être dans la sphère professionnelle, même s'accrocher à un travail, avoir peur d'être mal vu au travail, de toujours chercher peut-être la validation des autres. Donc c'est de cette blessure-là dont Yohan parle aujourd'hui. Et Yohan, justement, est-ce que, avec ton expérience personnelle et professionnelle, tu as pu voir des patterns, des défis assez communs aux orphelins? Parce que ta spécificité, c'est ça. Tu es accompagnant du deuil, mais tu te spécialises vraiment dans l'accompagnement des orphelins. Ouais, pour être très précis, c'est vraiment sur le deuil des personnes qui ont perdu un parent. Le mot orphelin, il est large. C'est-à-dire qu'il englobe aussi, souvent, quand on pense orphelin, on pense surtout à des enfants qui ont perdu un parent. Il y a beaucoup de personnes que j'ai au téléphone qui me disent à 40 ans, elles viennent de perdre un parent, elles se sentent orphelines, en fait. Donc je prends vraiment le mot orphelin au sens large. Ouais. Oui. Et du coup, est-ce que tu remarques des défis communs dans la vie adulte ? Donc là, du coup, pour répondre à ta question, on parle vraiment donc des personnes qui ont plutôt perdu un parent enfant et qui sont devenus adultes et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés. Déjà, le premier défi, c'est que c'est très difficile, en fait, de faire un lien, de voir ce lien. J'ai été capable, en fait, de faire ce lien entre les difficultés que je pouvais avoir dans mes relations amoureuses en tant qu'adulte et la blessure d'origine et comment elle a impacté mon identité et comment je perçois le monde. Mais ce lien-là, il est pour des personnes pour qui le décès est vraiment... il peut remonter à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce lien-là, il n'est pas forcément évident à faire. Et souvent, il y a des couches, en fait, de souffrance qui ont pu se mettre par-dessus. Quand tout à l'heure, je parlais de ce que j'ai vécu au lycée, j'aurais pu me dire, non, mais en fait, c'est mes camarades d'école
qui se moque de moi. Et c'est une autre facette, en fait, de cette souffrance-là. Et c'est ce lien-là, en fait, qui est pas évident à faire, qui fait qu'en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs couches, en fait, de souffrance qui se superposaient, et on a du mal à démêler tout ça. Et quand on parle d'orphelin, j'aime toujours dire que être orphelin, c'est pas une identité. Souvent, on peut se rendre compte qu'on commence à s'accrocher tellement à ça qu'on en fait une identité, et c'est justement au moment où cet état devient identité que ça nous apporte énormément de souffrance dans notre vie, parce que toute notre vie finalement est contrôlée et sous ce filtre-là d'avoir perdu un parent. Et justement, tu parles souvent de l'identité d'orphelin. Qu'est-ce que tu entends par ça ? Ça a pas mal évolué pour moi, la façon dont je perçois ça aujourd'hui, dans le sens où je pense que, en fait, on a besoin de s'approprier cette nouvelle vie au moment où on vit le décès d'un parent, dans mon cas, ou le décès d'un être cher. Et donc, on a besoin de rentrer dans cette nouvelle identité. Et dans cette identité, il y a une part de douleur, il y a une part de souffrance, il y a aussi une part de résilience. Et on peut vouloir s'attacher uniquement à la résilience et mettre de côté la douleur et la souffrance, parce qu'en fait, c'est tellement important pour nous de montrer qu'on est résilient, qu'on s'en sort et qu'on est fort, que en fait, toute cette part de vulnérabilité, on la rejette un peu. Nous, on s'est rencontrés par Facebook à l'origine, oui. Et j'ai des personnes qui sont... Je me souviens d'une personne qui est rentrée dans mon groupe Facebook et en fait, pour qui en fait, la partie de résilience, de force, on va de l'avant, c'était important. Et elle a dû voir une facette du groupe Facebook, tomber sur certaines publications qui parlaient justement de la vulnérabilité, de la tristesse, et elle m'a envoyé un message en disant il y a trop de violons, trop d'émotions, en gros je viens chercher, parce que mon groupe s'appelle Orphelin Résilient, donc il y a les deux facettes en fait. Je veux que le côté force, on va se battre. Et il y a les deux en fait. Cette identité, elle est complète. Alors moi je dirais cette saison ou cet état, mais pas forcément une identité, c'est que d'un côté, on n'a pas envie d'être vu comme cet enfant qui n'a pas de parents, donc on n'a pas envie qu'on ait pitié de nous, mais en même temps, on a envie qu'on prenne soin de nous. C'est-à-dire qu'on joue l'effort, or qu'au-dedans de nous, on a quand même envie, quelque part, de retrouver cette affection maternelle, en fait, et qu'on puisse avoir tout simplement une pensée pour nous. Et en parlant du groupe Facebook Orphelin Résilient, dans lequel nous sommes rencontrés, c'était dans une période de ma vie, ma première grossesse, où j'ai commencé justement à me poser beaucoup de questions sur les challenges que vivaient ces orphelins. Est-ce qu'on partageait les mêmes challenges ? C'est là que j'étais rencontrée. Et aujourd'hui, tu es accompagnant du deuil et tu n'as pas toujours exercé cette profession. Et comment ça s'est passé en fait de quitter ta profession, ton CDI, ce confort que tu avais pour embrasser justement la vie d'entrepreneur dans l'accompagnement du deuil en plus ? Aujourd'hui, pour moi, il y a des liens en fait avec mon ancien travail et surtout ce qui m'avait amené à mon ancien travail. Je travaillais avant à Radio France comme ingénieur du son, et ce qui m'avait amené à la radio, c'était l'écoute. C'était en fait, parce que j'ai fait des études de cinéma et d'audiovisuel, et j'hésitais entre aller travailler dans le cinéma, la télé, la radio, et il y a quelque chose qui m'a profondément touché dans la radio, c'est cette attention en fait que les gens ont, qui n'est pas forcément la même quand on regarde une émission de télé où les gens vont se couper et tout, alors qu'à la radio, j'ai senti cette profondeur, cette intimité,
Et aujourd'hui, c'est comme ça que je fais le pont entre des choses qui avaient déjà en moi avant, qui m'ont amené dans cette première phase de ma vie, et qui, au bout d'un moment, sont essoufflées, ou en tout cas, j'ai pas trouvé ce que je cherchais profondément quand j'étais à la radio, et qui m'ont amené à me dire non, aujourd'hui, je veux faire quelque chose qui a plus de sens. J'ai envie aussi j'ai envie d'amener de la valeur en fait aux gens, et une vraie valeur qui est plus que ce que je sais faire techniquement avec un micro et peut-être une dernière question. Toi et moi, nous sommes la génération de digital. On a appris à se connaître au travers de ton groupe Facebook. On a suivi parmi les différentes formations que tu as suivies, on a suivi également la même pour l'accompagnement au deuil. Et on a cette spécificité, c'est que nous n'avons pas de cabinet présentiel, mais nous faisons de l'accompagnement en ligne. Que pourrais-tu dire à une personne qui est encore fermée à ce type d'accompagnement ? Alors déjà, je dirais que le plus important, c'est qu'elle soit à l'aise avec ce qui compte pour elle et ce qu'elle croit. Moi, je pense pas qu'on pousse les gens à faire quelque chose si elles sont pas forcément à l'aise. Moi, ça m'a mis en contact avec tellement de personnes, on se serait pas rencontrés sans tous aussi cet univers numérique. Et moi, j'ai découvert quelque chose en commençant à travailler via Internet et via les réseaux sociaux, c'est que on a l'impression que tout ça, c'est virtuel, et que parce qu'il y a aussi une grosse part, c'est vrai, il y a sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de haters ou de gens qui arrivent et qui jugent au premier regard. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, pour peu qu'on se les approprie, ces outils, pour peu qu'on apprenne vraiment à bien s'en servir, et c'est du travail parce que clairement, on en est loin, en fait, ça ouvre des portes sur... je rencontre cette personne qui habite au Canada, qui a une façon de vivre son deuil à elle, et en fait que je peux aussi accompagner, que je peux aider. J'ai fait un voyage en Australie récemment, l'année dernière, je suis resté 1 an en Australie, et en fait, quelques jours après mon arrivée, j'étais en train de marcher sur la côte, et je vois une famille qui est en train de jeter des fleurs dans la mer. Et ils étaient en fait en train de dire au revoir à quelqu'un. Et ça m'a beaucoup touché en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi de vraiment s'ouvrir. En fait, c'était d'être de l'autre côté de la planète, et de voir que en fait, ces sujets-là, c'était les mêmes. C'est universel, le deuil est universel. Et ce que je pourrais retenir pour conclure, c'est vraiment de pouvoir tendre la main à des personnes peut-être qui... parce que souvent, par exemple, quand on vit un deuil qui est récent, on n'a pas forcément des fois la force, même physique, parce que le deuil impacte même physiquement. On n'a pas envie de sortir, encore moins d'aller dans un cabinet. Et en fait, l'accompagnement vient te trouver là où tu es. Et deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que je commence de plus en plus à être contactée par des personnes même qui habitent en Afrique, dans mon pays, au Congo. Actuellement, les mentalités ne sont pas encore arrivées à s'occuper de la santé mentale. C'est encore vraiment... ça n'a pas encore évolué en ce sens. Et par le digital, j'arrive à toucher des personnes qui ont le cœur prêt pour ça. Et donc, vraiment, ne pas se fermer à ce type d'accompagnement. Si ça peut être bénéfique pour toi, là où tu es, tu n'as pas accès de manière physique, mais tu peux également nous joindre. Tu peux joindre Yohan. D'ailleurs, si on veut te joindre, comment on peut faire ? Alors, très simple, mon site internet, c'est orphelin.fr. Oui. Et tu peux également me joindre sur mon site internet zoebymonica.com.
Merci beaucoup, Johan, Avec pour ce plaisir. temps de qualité que tu as dédié pour cet épisode. Avec plaisir. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et également à cliquer sur la petite cloche pour être alerté à chaque nouvel épisode. D'ici là, je vous dis à bientôt. C'était Monica dans The Zoé Talk.